Il est 20 h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 9 novembre. À la une ce soir, la rentrée universitaire, cérémonie officielle en présence des membres du gouvernement à Daloa autour du thème « Recherche scientifique et innovation technologique, moteur de développement de la Côte d'Ivoire ». À suivre également le lancement officiel des concours de la fonction publique à Boaké. Ce sont au total 406 concours directs et professionnels pour 14 939 postes budgétaires. Bientôt, le président Alassane Ouattara dans le handball. Ce sera du 27 au 30 novembre. À 3 semaines de l'événement, des ministres mobilisent les populations pour réserver un bel accueil au chef de l'État. Le point de la situation sur place dans ce 20 h. Et enfin, en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz recherche un troisième premier ministre après la brusque démission de son chef de gouvernement. Bienvenue dans votre 20 h. Ajoutez à ce menu le sans-papier ingrat, une œuvre de M. Boloba Silué, économiste, écrivain. Il interpelle l'opinion face à l'ingratitude. Bonsoir, M. Boloba. Bonsoir, madame. La vie ici-bas est pleine d'hypocrisie, d'ingratitude et de haine. En clair, le monde est sans pitié aujourd'hui. Effectivement, c'est ce que nous constatons. Et c'est ce qui est dans l'œuvre Le Sans-Papier Ingrat. Nous aurons le temps de parler de votre œuvre à 20 h 30, mais avant, intéressons-nous aux faits qui ont marqué l'actualité ce samedi 9 novembre. Commençons déjà par la rentrée universitaire, cérémonie officielle à l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa en présence de plusieurs membres du gouvernement. Reportage Djeneba Ouattara, commentaire Charles Tatou. Après les universités Alassane Ouattara et Nadia Brogoua, c'est l'université Jean-Laurion Guédé qui a accueilli la cérémonie officielle de la rentrée solennelle des établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire au titre de l'année académique 2019-2020. Cérémonie qui a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement et des sommités universitaires d'Afrique. Thème de la présente édition, recherche scientifique et innovation technologique, moteur du développement de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre de tutelle, Albert Mablitouakes, il est question d'impulser une dynamique nouvelle à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Il est avéré aujourd'hui que les grandes nations qui ont construit leur développement ont investi une bonne partie de leur PIB dans l'éducation en général, dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en particulier, avec un accent sur l'innovation technologique. Les nations qui ne s'inscriront pas dans cette dynamique seront condamnées de manière inexorable à rester en marge du développement. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Amel Bakayoko, invite les étudiants de Côte d'Ivoire à la culture de l'excellence. Et ce que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est que leur propre avenir repose sur eux-mêmes. C'est essentiel. Et le moment qu'on passe à l'université, c'est un grand moment de construction personnelle. C'est une opportunité parce qu'on est forcément dans l'élite du pays. Et ça veut dire que vous faites partie de ceux qui allaient porter le pays demain. Donc il faut vivre ce moment avec beaucoup de concentration, beaucoup de sérieux. 34 personnalités du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été distinguées dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale au cours de cette rentrée académique. Insuffisance des salles pour des travaux dirigés, inexistence des infrastructures sportives et socioculturelles, absence de résidences universitaires adéquates, puis manque d'outils informatiques. Telles sont les quelques difficultés égrenées par les autorités universitaires de Daloa. Une doléance prise en compte par le représentant du Premier ministre. Le ministre d'État, Amel Bakayoko, promet d'équiper la salle informatique d'ici peu.
Ce soir, à partir de 21h, la commémoration du Mawlud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Les fidèles musulmans se préparent à aller dans les mosquées. La cérémonie officielle aura lieu à la mosquée de la Riviera Golf. Alors, demain dimanche est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi, la reprise du travail. Parlant justement d'emploi, les concours de la fonction publique ont été lancés ce samedi à Boaké. Ce sont au total 406 concours directs et professionnels pour 14 939 postes budgétaires. Le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique exhorte les candidats au travail. Notre reporter, Charles Tatou, a vu les candidats face à leurs copies, son compte-rendu. C'est parti pour les compositions des concours administratifs, session 2019. Boaké, ville choisie pour abriter le lancement officiel des compositions. À travers cette décentralisation des concours administratifs, le ministère de la fonction publique veut réduire les déplacements onéreux pour les candidats. Le directeur de cabinet, Oka Kouadio Séraphin, représentant le général Issa Koulibaly, ministre de la fonction publique, s'y est donc rendu pour le top départ des compositions. On a bien voulu le faire pour éviter le déplacement massif des candidats, puis éviter les attroupements à Abidjan. Et vous voyez ici aujourd'hui, il y a la fluidité. L'innovation, c'est au niveau informatique. Il y a des compositions assistées. Et puis, il y a même la gestion des résultats. Vous verrez à terme comment on va gérer les résultats. De l'inscription à la proclamation des résultats. Je lance un appel aux candidats qu'ils s'apprêtent à composer demain, dimanche. Cette année, on enregistre 406 concours pour 14 939 postes budgétaires. Les postulants, eux, sont au total 100 000 candidats répartis dans 7 villes du pays, notamment Abidjan, Abangourou, Boaké, Daloa, Gagnoa, Korogo et Yamoussoukro. Ils affrontent ces concours débutés ce matin avec celui des agents administratifs. On a une seule composition, un concours direct pour les adjoints administratifs, 444 candidats pour ce matin. Mise honnête. Oui, les sujets sont abordables. Les compositions de ces 406 concours vont durer un mois. Samedi et dimanche, jour des épreuves. Première séance de travail entre le ministre de l'Économie et des Finances et la Direction générale du Trésor. 5 priorités ont été dégagées, notamment la gestion de la dette et des finances publiques, le paiement dans les délais des fournisseurs et la modernisation du Trésor public. Commentaire Nadia Edia et Jean-Jacques Kwamiala. Pour sa première visite à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, a défini 5 priorités. Ce sont la mobilisation des ressources, la gestion de la dette, la réforme des finances publiques, le paiement des fournisseurs dans les délais et la modernisation de l'institution. Concernant la dette de la Côte d'Ivoire, Adama Coulibaly rassure. L'endettement de la Côte d'Ivoire n'est pas en soi un problème, parce que nous avons un ratio d'endettement qui est autour de 48%, c'est en deçà de la norme communautaire au niveau de l'UEMOA qui est de 70%. Mais il faut travailler à faire en sorte que notre endettement, notre risque de surendettement demeure modéré comme ça l'est actuellement. Cela suppose que nous puissions mettre en œuvre la stratégie de gestion de la dette à moyen terme et que nous puissions continuer à faire les analyses de viabilité de la dette sur une base annuelle. Il a en outre invité le Trésor public à s'impliquer davantage dans la réussite du programme social du gouvernement. L'année dernière, il y a le programme social du gouvernement qui a été bâti, qui couvre, lui, la période 2019-2020. C'est aujourd'hui sur ça que l'emphase doit être mise. Donc je voudrais encore une fois vous encourager à faire en sorte que les ressources nécessaires soient mobilisées pour mettre en œuvre le PS Gouv, qui est un programme dont les bénéfices vont directement à l'endroit de ceux de nos compatriotes qui sont les plus défavorisés. Les instructions qui sont engagées à suivre le Trésor public au cours de cette séance, le ministre a été informé de la dotation budgétaire de cette structure financière en baisse de 83% depuis 2016. Il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour l'amélioration du budget du Trésor.
On s'intéresse à la 5e édition du Salon des banques et PME qui se tient à Korogo. Un panel sur le thème financement et développement de l'économie locale a été animé par des experts en banque. L'objectif est d'amener les PME à participer pleinement au développement de l'économie locale dans l'espace UEMOA, nous dit Ami Sissoko. Comment faire en sorte que les petites et moyennes entreprises PME participent au développement des localités de l'espace UEMOA? C'est à cette problématique que dirigeants de banques, d'institutions d'accompagnement et de structures de financement ont essayé d'apporter des réponses au cours d'un panel à la 5e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. À Korogo, les 7 experts panélistes sont tous unanimes que dans l'espace UEMOA, les PME n'ont pas de problème de financement, mais plutôt un problème d'accès au financement. Sur 1000 milliards à peu près de financement qui ont été accordés aux PME, il n'y a que 10% des PME qui sont venus demander le financement. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a 90% des PME qui s'auto-censurent. Elles estiment que si on part, on va nous refuser le crédit. Mais il faut venir pour connaître les exigences et pouvoir se mettre à niveau pour ensuite bénéficier d'un crédit. Sur 100 entreprises en Côte d'Ivoire, 98 sont des PME, dont 70% disparaissent avant la 3e année selon les experts, alors qu'elles sont considérées comme le levier du développement. En 2013, le pays comptait 207 000 PME, dont plus de la moitié étaient dans l'informel. Aider les PME à participer au développement local passe nécessairement par plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme déjà que l'État a mis en place, c'est la discrimination dans la commande publique. L'État dit qu'au minimum 20% de la commande publique devra revenir aux PME. Et l'État encourage les entreprises qui ont des grands marchés de travaux publics dans les localités de pouvoir faire la sous-traitance ou de la co-traitance avec les PME locales. Ça, c'est le côté réglementaire. Mais l'autre côté également sur lequel les structures comme l'Alliance Côte d'Ivoire PME peuvent agir, c'est le développement des clusters. Il s'agit de développer des chaînes de valeur inclusives autour du potentiel des régions. Toute entreprise de tout secteur d'activité qui fait un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA et qui emploie moins de 200 personnes est une PME. Pour qu'elles jouent pleinement leur rôle de moteur de développement économique, les experts sont unanimes qu'en plus de l'accompagnement financier des PME, un renforcement des capacités managériales et technologiques des dirigeants des PME s'impose. En image, le Salon des collectivités territoriales a refermé ses portes. Les élus locaux sont unanimes sur le développement local qui doit davantage refléter les besoins des populations. Les projets à développer devront intégrer désormais la notion de développement durable. Et justement, le Fonds vert pour le climat et la Confédération suisse apportent leur assistance aux 3000 collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Pour matérialiser cet accord, une convention a été signée entre ces deux structures, la Commission de l'UEMOA et le Conseil des collectivités territoriales. Cet accord porte sur un appui financier de 10 milliards de francs CFA. La suite avec Mamadou Kwasi. 2 signatures de conventions qui valent 10 milliards de francs CFA. La Confédération suisse, à travers son ambassade basée à Abidjan, et le R20 pour le climat, représenté par Michel Saban, s'engagent à accompagner les collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Des fonds d'une valeur de 10 milliards de francs CFA seront mis à disposition pour le financement d'activités génératrices de revenus au profit des jeunes et des femmes vivant au niveau des frontières. Il s'agit également de projets de lutte contre les enfants de la rue dans les 3000 collectivités territoriales de l'espace UEMOA. L'engagement renforcé de la Suisse dans le cadre de cet avenant permettra de consolider les actions engagées dans les zones transfrontalières du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Mali. Également, l'élaboration d'un schéma d'aménagement transfrontalier intégré dans le bassin du fleuve Sénégal sera bientôt prévu. Dans les prochains mois, nous lancerons une action pilote en Afrique de l'Ouest pour permettre à ces enfants des rues, livrés à eux-mêmes, de devenir acteurs du changement. Nous souhaitons ainsi les former aux enjeux de lutte contre les changements climatiques afin qu'ils puissent sensibiliser d'autres enfants, adolescents et adultes, et devenir, si l'on peut les appeler ainsi, les instituteurs positifs du climat. Au nom des 3000 collectivités territoriales d'espace UEMOA, le ministre François-Albert Amichia, président du CCT, a exprimé la volonté des élus locaux à œuvrer davantage pour la paix et la sécurité de l'espace communautaire, et ce à travers des projets à impact direct sur les populations transfrontalières. L'accompagnement dans la mise en place de 4 projets pilotes, emploi vert et écoquartier,
dans des communes au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal pour assurer un développement durable et intégré à ces populations, donnant une place centrale à la lutte contre le dérèglement climatique et une place importante aux femmes et aux jeunes. Présent à Abidjan pour cette signature de convention, Abdallah Bouraïma a rassuré les partenaires au développement de l'engagement de son institution à accompagner les initiatives de paix et de développement. Cela permettra de développer des stratégies locales innovantes afin de diversifier les ressources financières des autorités locales. Au demeurant, cette double perspective est en adéquation parfaite avec notamment les recommandations des concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones transfrontalières organisées par la commission de l'UEMOA à Sikasso au Mali en juillet 2019. La coopération suisse apporte déjà une assistance au CCT-UEMOA pour la mise en œuvre de la décentralisation financière, une politique devenue aujourd'hui une référence en Afrique. Dans 3 semaines, le président Alassane Ouattara sera dans le Humboldt, visite d'État prévue du 27 au 30 novembre. Avant l'événement, les préparatifs vont bon train. Des membres du gouvernement sont sur place pour lancer la mobilisation. Kader Sogodogo. Salle des mariages de la mairie de Katiola. La région du Humboldt, dans toute sa représentativité, est présente avec à sa tête le ministre Ali Koulibaly et le doyen des cadres, le général Gaston Ouassena Koné. Un note du jour, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, échange avec ces populations qui s'apprêtent à accueillir dans leur région le président de la République, Alassane Ouattara, qui y effectuera une visite d'État du 27 au 30 novembre 2018. Des temps forts sont à noter. Vous connaissez l'attachement du président de la République à cette région. Il aura à exprimer le soutien de l'État au développement de cette région avec des mises sous tension d'un certain nombre d'infrastructures. Mais le président aussi a un message pour le Humboldt qu'il aura l'occasion de transmettre à toutes ces populations à l'occasion du meeting de clôture qui aura lieu le 30 novembre 2019 au stade Ouattara Thomas Dakin. Le Humboldt entend faire de cette visite d'État une des plus réussies. C'est une visite qui est désirée, souhaitée et très attendue. La région du Humboldt sera digne de la confiance qu'il place en chacun et à chacune des populations de la région du Humboldt. Et c'est une chance pour les Ivoiriens, toutes catégories confondues, d'avoir un président de la République comme Alassane Ouattara. La bonne nouvelle est en train de se concrétiser. Cette visite du Humboldt sera l'une des meilleures que la Côte d'Ivoire n'a pas encore connue depuis que le président Ouattara a entrepris donc de visiter les régions de Côte d'Ivoire. Et les populations du Humboldt aussi, depuis 2015, attendent l'arrivée du président. Et nous sommes mobilisés, les femmes, les jeunes, pour cette occasion qui nous est offerte. Le 27 novembre, Katiola va abriter un conseil des ministres. Les tournées démarrent le 28 par Niakara. Dabakala va suivre le 29 et le chef-lieu de région Katiola va abriter le meeting de clôture le 30 novembre 2019. Et voilà, c'est la transition pour passer au chapitre politique. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sensibilise donc à la paix, à la cohésion sociale et à l'union. On fait le point avec Éric Goré. Le RHDP sensibilise à la paix et à la réconciliation nationale à travers des rencontres communautaires à Gagnoa. Alcide Djedje, le président de Concorde, est à la tâche. Il veut mettre en pratique les instructions du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de la réconciliation nationale sa priorité. Jeunes gens, je vous pose la question. Voulez-vous mourir dans une nouvelle guerre l'année prochaine au moment des élections? Non. Votre réponse est claire.
vous ne voulez pas d'une nouvelle guerre. Vous voulez au contraire vous retrouver ensemble comme aujourd'hui pour vous rapprocher les uns des autres, pour vous amuser ensemble, pour vous enjailler ensemble. Communautés allogènes et autochtones s'engagent à œuvrer dans ce sens. L'amour de la patrie est au cœur de la politique du RHDP dans tout le pays, selon Alicide Djedji. Les populations doivent s'inscrire résolument dans cette vision. À suivre ce meeting de mobilisation dans la région du Sud, Comoé. Les militants sont sortis pour écouter les messages du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, et du ministre Marcel Amontano. On reste encore avec Éric Goré. La place Alassane Ouattara du village de Kofikro dans la région du Sud Komoué, noire de monde. À travers cette mobilisation, ces militants réaffirment leur appartenance au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Devant plusieurs personnalités de la région, les populations convaincues des actions du RHDP ont tenu à manifester leur joie. La cérémonie d'aujourd'hui est la traduction éloquente de cette unité entre les frères, entre les sœurs de Sud Komoué. Nous avons vu au RHDP vraiment des valeurs sûres qui peuvent remplacer le président Félix Houphouët-Boigny pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Marcel Amontano a pris du plaisir à communier avec ces populations. Il les a rassurés du soutien du président Alassane Ouattara. C'est le lancement des activités du RHDP dans le Sud Komoué par la remobilisation et par le message principal qui est « Soyons ensemble et avançons ». Donc, rassemblement, comme son nom l'indique, des oufouettistes. Oufouet, c'est le dialogue. Pour la démocratie, le RHDP, c'est la démocratie. Pour la paix. Et c'est ce que nous avons montré. Nous avons montré aussi la capacité de mobilisation du Sud Komoué. Pour sa part, Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, a appelé les militants à se mettre en ordre de bataille pour la victoire du RHDP en 2020. Aujourd'hui, c'est à Boisseau, mais vous verrez à partir du 16, tous les week-ends, jusqu'au 31 octobre, le RHDP sera au quotidien aux côtés des populations. Le tout, ce n'est pas d'occuper que le terrain, mais c'est de satisfaire, de répondre aux attentes des populations. Ce meeting de mobilisation aux allures festives donne un coup d'accélérateur à la redynamisation des actions du RHDP dans le Sud Komoué, à quelques mois de la présidentielle de 2020. Et après ce meeting, les militants du RHDP ont exprimé leur joie et leur fierté d'appartenir à la grande famille du RHDP. Leur réaction au micro d'Éric Goré. On a la fierté d'habiter à Igbo-Kofikro. Nous avons 3 lycées, nous avons un dispensaire, nous avons une station en construction, nous avons un foyer de jeunes en construction, nous avons 7 écoles primaires. Alors nous, en tout cas, on a le minimum. J'aime le RHDP parce que depuis la session du président Alassane Ouattara au pouvoir, nous avons constaté qu'il a fait un travail colossal sur le plan national, mais aussi dans ma région, la région du Sud Komoué. Le RHDP, c'est un parti qui travaille. Moi, je suis de l'Ouest, mais j'ai aimé le RHDP par rapport à toutes les activités du président Alassane Ouattara. J'aime le RHDP, pourquoi? Parce que les dirigeants font beaucoup de choses pour nous. Ce que nous demandons, en tout cas, ils le font. La première des choses que tout jeune qui veut la victoire du RHDP doit faire, c'est la mobilisation, la communication. Nous devons parler à nos amis. Nous devons leur dire ce que le RHDP est prêt à faire pour les jeunes que nous sommes. Autre actualité dans ce 20h, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, continue ses visites au monde paysan. Dans la région du Bélier, il a passé une journée avec les producteurs de tomates. Son message clé, lutter contre la pauvreté dans le monde paysan, nous dit Kader Sogodogo. Accueil chaleureux du ministre de l'Agriculture et du Développement rural par les apprenants de l'Institut agricole de Tibissou. Kobena Kwasi Adjoumani démarre ainsi une journée consacrée à des visites aux producteurs de tomates. Le temps de l'accueil, la veste ministérielle est très vite retirée pour arpenter les couloirs pour mieux apprécier les plants de tomates, l'eau facteur déterminant pour cette culture.
Bienvenue dans l'agriculture intelligente. C'est une parcelle de 6 hectares qui a été aménagée avec un système d'irrigation californien. Et c'est-à-dire, on prend l'eau dans le point d'eau qui est derrière avec une motopompe qui est installée dans le fond et l'eau arrive à des points bien précis de la parcelle. Après Asoko Yao Diekro, destination Ngwembo, des écoliers qui applaudissent à l'arrivée du ministre. Image révélatrice. La culture de la tomate ici est l'affaire de la coopérative Aklodjoui. La réussite du projet, l'autonomie financière des parents garantit la scolarisation des enfants. La coopérative possède une superficie de 2 hectares. La production est vite passée de 500 kg à 2 tonnes. Jeunes et femmes de la coopérative ressentent les effets de leurs efforts. Grâce à ça, j'ai vu vraiment que, en tout cas, ça peut me permettre de pouvoir nourrir mes enfants, de faire leur école. L'objectif visé par le gouvernement est atteint. Il est question d'un système d'arrosage goutte à goutte que nous voyons en Europe un peu partout. Donc nous sommes heureux de constater que l'agriculture ivoirienne se modernise. Et c'est un grand projet dont l'objet consiste à installer des producteurs agricoles, mais aussi à leur permettre de disposer d'un minimum en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière d'école. Le ministre participe à la récolte. Les choses vont continuer d'aller dans le bon sens. Que lorsque le président Alassane Ouattara parle de pluie de milliards, il y a des gens qui pensent que c'est de l'amusement. Partout, au niveau du Bélier, il y a des projets. Même si on doit travailler au bureau, que la plus grande partie de notre temps, nous l'utilisions pour être aux côtés de nos parents que vous êtes. Ça nous a permis de savoir que le petit terrain qu'on vous a aménagé ne suffit même pas. Ça veut dire que vous voulez travailler. Donc j'ai vu avec madame, au lieu de 2 hectares, nous allons pousser jusqu'à 8 hectares. Asoko Yao Diekro et Ngwembo font partie du projet Agropole de PAI financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD. Il vise à développer l'agriculture dans la région du Bélier. L'autonomie financière du monde paysan est au bout. Fête de l'IAM à Tétessi, sous-préfecture de Nafana, dans le département de Prikro, 9e édition, placée sous le signe du développement. Les temps forts avec Franck Quadio. À Tétessi, dans la sous-préfecture de Nafana, département de Prikro, la fête de l'IAM est le lieu de rappeler le lien existant entre les vivants et les morts. Un pays, Akan, c'est une forme d'hommage à la terre nourricière. Et à Tétessi, les populations adhèrent à la dynamique. La 9e édition de cette célébration est placée sous le signe du développement. Améliorer le quotidien en favorisant l'accès à la santé, mais aussi améliorer la voirie. Un aperçu des préoccupations relayées par la chefferie. Des préoccupations qui n'empêchent pas de réaffirmer l'attachement de toute une population aux idéaux véhiculés par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ici, tous s'accordent à le dire, beaucoup a été fait. Au nom du parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce représentant Paulin Danho, insiste sur les perspectives prévues par l'État du Côte d'Ivoire pour cette région de l'Ifou. Je peux vous dire que le Premier ministre lui-même viendra le moment venu pour lancer les travaux de bitumage qui va traverser la fin du goudron jusqu'au pont de Sérémou. Et il vous donne l'assurance qu'avant la fin de l'année 2020, ces 50 villages, le tout de ces villages ici, qui vont être électrifiés et les travaux sont en cours, qui viendra pour l'équiper, pour que tout le département de Prikro ait un hôpital digne de ce nom. Toutes les pompes hydrauliques villageoises ont été annoncées pour être réparées et elles le seront avant la fin 2020. En marge de la cérémonie, notons la pose de la première pierre du centre de santé Amadou Gon Coulibaly de Tétessi, mais aussi la remise des récompenses du tournoi dédié au Premier ministre en présence des autorités administratives et traditionnelles de la localité.
Dans ce 20h également, la coupure du ruban pour ouvrir les portes du centre de secours d'urgence de la région du Gontougo. Cérémonie d'inauguration en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. On fait le point avec Herman Niamien, notre correspondant sur place. Arrivés en avril 2015 à Bondoukou dans des conditions difficiles, les sapeurs-pompiers civils de la région du Gontougo ont désormais un local approprié pour mener à bien leur mission. Financé à hauteur de 210 millions de francs CFA par le Conseil régional du Gontougo, le centre de secours d'urgence de la région du Gontougo a été inauguré ce jour. Depuis l'avènement des pompiers civils dans notre région, ils nous ont permis de sauver les populations de certaines catastrophes. Ce fut le cas en 2017 à Kounfao, où un grand feu de brousse qui dévastait les populations a pu être circonscrit grâce à leur intervention. Depuis le début de l'année 2019, les sapeurs-pompiers civils du Gontougo totalisent 537 interventions, dont 60 interventions de feu, 160 accidents de circulation, 40 cas d'assistance à personne et 229 victimes évacuées, dont 4 décès. Je voudrais vous demander d'éviter les encombrements inutiles des vies. Vous n'avez pas besoin de leur service, évitez de les appeler. Parce qu'au moment où vous les appelez pour jouer, une personne réellement dans la détresse a besoin d'avoir la ligne pour solliciter les secours. Le centre de secours d'urgence du Gontougo fait partie des 10 centres de secours qui bénéficient de l'appui de l'Union européenne. La protection civile, c'est la solidarité avec la population. Des pompiers tout d'abord, parce qu'il y a 1500 pompiers en total qu'on a formés ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est la solidarité entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé sa gratitude à l'Union européenne pour son appui constant au profit de la Côte d'Ivoire avant de confier les sapeurs-pompiers civils du Gontougo aux populations. Il arrive malheureusement souvent qu'on voit des gens qui s'en prennent aux sapeurs-pompiers, qui viennent sauver des vies, qui viennent porter assistance aux personnes en danger. Et malheureusement, les gens s'attaquent aux sapeurs-pompiers. Je voulais lancer un message pour que chacun ait un comportement citoyen vis-à-vis des pompiers. Construit sur une superficie de 2500 m², le centre de secours d'urgence de la région du Gontougo comprend 3 bureaux, une salle d'instruction, une salle polyvalente, 2 dortoirs, une cuisine, un réfectoire, un magasin, une infirmerie et un garage. Commandé par l'agent servant Jean-Philippe Coutouin, il a un effectif de 51 agents, dont 4 femmes et 47 hommes. Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, le chef du gouvernement nommé par le président il y a 11 jours a démissionné. Le président José Mario Vaz est donc à la recherche d'un 3e premier ministre pour le remplacer. Conférence, planting, décoration, journée porte ouverte. Le groupe de presse Fraternité Matin célèbre du 19 au 21 décembre prochain ses 55 ans. Un moment de fête, mais aussi de réflexion pour cet organe de presse, nous dit Franck Wadio. Fraternité Matin, 9 décembre 1964 à 9 décembre 2019, le quotidien à 55 ans, plus d'un demi-siècle, a revisité le vécu des Ivoiriens. Pour Venance Conan, le directeur général, célébrer l'instant à son sens. Nous sortons d'une situation qui était un peu difficile. On a dû passer par un plan social pour pouvoir retomber sur nos jambes. Et nous avons pensé que cet anniversaire-là, ces 55 ans, qui tombe le 9 décembre, c'est une bonne occasion pour nous pour marquer un arrêt, réfléchir, nous donner des défis à relever et les relever. Fraternité Matin ouvrira donc ses portes au public dès le 9 décembre. Des temps forts comme une exposition photo des 55 années d'existence, un dîner gala, mais surtout un forum international pour s'interroger sur la réelle place de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un instrument important qui est destiné à promouvoir le commerce entre nos pays afin de nous amener à cette émergence économique dont nous rêvons. Mais dans le même temps, on voit aussi qu'il y a des freins ici et là, autant de replis identitaires ou d'exclusion et autres qui sont en contradiction avec la libre circulation. On va donc discuter de ça avec les meilleurs experts de la question.
55 années pleines donc, mais le groupe de presse revient de loin. Passé les heures de braise, Fraternité Matin a enclenché depuis un plan de restructuration avec l'appui de l'État. Aujourd'hui, l'équipement de pointe personnel et outils tels de digital confirme la nouvelle dynamique. L'occasion aussi d'acquérir de nouvelles machines, de restructurer en profondeur l'entreprise. Mais l'autre défi, comme je l'ai dit, c'est le numérique. Il y a le journal papier qui a vécu depuis des siècles, qui est en train de muer vers quelque chose de nouveau qu'on appelle le numérique. Donc il faut vraiment s'adapter, savoir s'adapter, avoir des travailleurs qui puissent s'adapter. Et nous-mêmes dirigeants, il faut qu'on adapte notre façon de gérer en fonction de ça. La célébration des 55 ans d'existence du groupe Fraternité Matin prendra fin le 21 décembre prochain. Elle sera placée sous le patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est donc votre rendez-vous de tous les samedis, la page culture. Et c'est maintenant avec M. Boloba pour parler du sans-papier ingrat. Bonsoir, M. Boloba. Bonsoir, madame. Le sans-papier ingrat, selon vous, c'est qui? Le sans-papier ingrat, d'abord, le sans-papier, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité. Et nous avons trouvé un personnage que nous décrivons à travers donc, cette œuvre. Et du coup, la couverture a-t-elle une signification particulière? On voit deux hommes. Ouais. Deux hommes, l'autre avec une canne, en colère, et l'autre les mains dans les poches. Effectivement, il y a une signification concrète parce que dans le tome 1, si vous avez le tome 1, vous allez voir que vous avez dans un premier temps une personnalité qui est là en costume. Vous avez un jeune homme et un vieil homme. Et en général, quand vous asseyez pour attraper le menton, c'est que vous avez un problème. Ouais. Au début, les vieux avaient la sagesse d'envoyer une personne à l'école et l'autre l'aidait dans les travaux champêtres. Ici, ils l'ont aidé à aller à l'école, il a réussi et il leur tourne le dos. Alors donc ici, dans le deuxième tome, vous verrez que ce petit, il a grandi, le vieux, il n'existe plus sur cette couverture, et vous avez l'autre qui a grandi, qui a vieilli et qui a une canne avec une veste déchirée. Certainement, l'ingratitude, il est en train de payer quelque part. Et son visage exprime quelque chose là? Son visage ici exprime, etc. Il veut revenir en arrière, mais il est tard. Et Franck Ouadio a parcouru l'œuvre pour les téléspectateurs, suivant le résumé de cet ouvrage de 152 pages. La quête identitaire à travers le prisme de l'immigration, mais aussi les mœurs à travers l'ingratitude, un roman qui parle du quotidien et expose les contradictions en chacun de nous. Sylvie Boloba, pétri de culture, intègre à travers son personnage principal des valeurs vues, vécues ou imagées. Le sans-papier ingrat. Tome 2 et l'épilogue du premier. La fin tragique, le titre du dernier chapitre l'explique bien. En 139 pages et 9 chapitres, Sylvie Boloba décortique avec un mélange d'ironie, de sarcasme, mais aussi d'humour, un fait d'actualité, l'immigration et la question de l'identité. Qui sommes-nous et où allons-nous? Le roman fonctionne comme un miroir. Et l'auteur, connu aussi pour son implication dans la promotion des traditions à travers les alliances interethniques, se veut être celui qui présente par sa plume les faits, en restant totalement distant des différentes interprétations. Un commentaire après ce résumé de Franck Ouadio. Effectivement, il résume bien l'œuvre, parce que l'œuvre parle pas seulement des sans-papiers, mais de l'ingratitude que nous vivons chaque jour. Et voilà. Nous allons plus mettre l'accent sur l'ingratitude. Dans votre œuvre de 152 pages, vous expliquez le comportement de Wao vis-à-vis de son tuteur, sa mère, sa femme et ses enfants. Oui, c'est le comportement des hommes aujourd'hui. Et là, lorsque vous lisez l'œuvre, il ne faut pas tout de suite voir Wao. Il faut également indexer votre personne. Parce que quand vous montrez du doigt une personne, regardez les autres doigts. Il vous demande, et vous-même. Et vous-même. Donc ici, Wao, c'est le personnage qui a été ingrat vis-à-vis de son tuteur, mais c'est également la plupart des Ivoiriens et des Africains. Parce qu'aujourd'hui, vous constatez que les étudiants, les élèves n'ont plus de tuteurs. C'est dû à quoi? Si les tuteurs avaient eu de la chance d'héberger de bonnes personnes, ils auraient continué leur acte. Et au chapitre 3, il y a cette autre histoire où Wao décide de laisser sa femme au détriment de Téné. Wao lui prend une nouvelle maison, il paie ses cours,
lui trouve du boulot et après, Téné lui donne d'eau sous prétexte qu'ils ne font plus partie de la même classe sociale. Et c'est là que le monde s'effondre pour Wao. Effectivement, vous voyez que ce que Wao a fait, je l'ai toujours dit, ce que vous semez, vous récoltez. Wao a délaissé sa femme avec ses enfants et même il était venu avec un enfant de la rue qu'il a donné à sa femme et il est parti sans rien et sans leur laisser un mot. Donc c'est la même chose en investissant dans Téné. Téné également va lui tourner le dos un jour parce que les deux n'avaient pas les mêmes objectifs. Wao, lui, il visait un amour sincère avec Téné, mais Téné, elle visait la réussite sociale. Et dès qu'elle a réussi, il n'y avait plus le même plumage. Et la première femme de Wao? Elle est restée digne. Ouais. Et il y a une chanson Sénéfo qui dit, lorsque vous avez des enfants dans votre cour, il faut les prendre au même niveau d'égalité parce que vous ne savez pas lequel vous enterrera. Et vous restez souvent dans le foyer par rapport aux enfants? Oui, effectivement, c'est pourquoi vous voyez... Vous acceptez tout par rapport à vos enfants? Oui, effectivement, parce que l'amour, au-delà de l'amour, il y a la vie de vos enfants et vous-même, votre retraite. Si vous n'avez pas des enfants bien éduqués, etc., ben également, vous allez vivre la retraite difficilement. Et avec ce comportement, il y a eu la descente aux enfers. Et c'est à la page 119. Alors là, vous voyez que Wao, lorsqu'il a quitté sa femme, il a investi dans Téné. Arrivé à un certain moment, Téné ayant réussi socialement plus que Wao, elle va considérer qu'ils n'ont plus le même plumage. Donc, à partir de ce moment, elle va également faire le comportement que Wao a eu avec sa première épouse. Ils vont se quitter et tout va s'écrouler pour Wao. C'est pourquoi il est mis, le monde s'effondre parce qu'il va connaître des difficultés dans la vie. Et justement, à la fin de l'œuvre, le sans-papier s'est fait renverser par une voiture sans papier et sans assurance. C'était le prix à payer ou bien? C'est la monnaie de ce qu'il a récolté. Je dis, ce que vous semez, vous récoltez. Il est sans papier, il a été renversé par une voiture sans papier, sans assurance. Vous voyez qu'il a reçu ce qu'il avait parce qu'il a semé pendant toute sa vie de l'ingratitude. Or, ce n'est pas au-delà que nous allons payer. Tout ce que vous semez sur terre, vous récoltez. Et quelle leçon tire-t-on? C'est de continuer de faire le bien. Il faut continuer de faire le bien parce qu'aujourd'hui, ceux à qui, je pense que vous verrez à la fin de la couverture, il faut s'aimer le bien parce que si vous ne s'aimez pas le bien, vous allez récolter comme ce que Wao a eu, c'est l'ingratitude. Et pour vous, le mot merci en 5 lettres permet d'ouvrir des portes. Oui, vous voyez, nous apprenons aux enfants à dire merci dès qu'on leur donne un petit cadeau. C'est quoi? On leur apprend déjà à reconnaître le bienfait. Donc le mot merci, c'est la reconnaissance d'un bienfait qui vous ouvre grandement d'autres portes. Et vous abordez aussi la situation des femmes dans votre œuvre. Oui, effectivement, vous voyez, nous avons copié en Côte d'Ivoire ou en Afrique beaucoup de cultures occidentales. Alors, j'ai croisé plusieurs femmes sous-préfets qui ont des difficultés dues à un manque de culture, du moins une différence de culture. Alors, je prends le cas dans le roman, une femme qui est affectée comme sous-préfet dans un village sénopho, elle n'est pas initiée au poro. En principe, en Afrique, elle n'a pas droit à la parole et c'est elle qui donne le point final des réunions. Ici, les vieux n'acceptent pas parce qu'elle n'est pas initiée et de surcroît, elle est femme. Donc là, il y a un problème entre la culture occidentale et la culture africaine. Et d'où le rôle de l'interprète. Alors, vous allez voir encore l'interprète au niveau du tribunal. Ce sont des gens qui jouent des rôles très importants, mais souvent erronés parce qu'ils peuvent changer le cours du tribunal, d'un procès. Le père biologique, c'est à la page 37. Ce père qui a eu toute une attitude. Oui. Alors, si vous lisez le tome 1, vous allez voir que ce monsieur, il avait aimé sa femme. Malheureusement, il y a eu le mariage forcé. Il n'a pas pu aller au bout de son amour. Et à la fin, au décès de l'époux de cette dame, il revient pour renouer les relations avec cette dernière. Mais ce n'est pas le même mariage. Le mariage africain, quand vous vous mariez, c'est l'homme et la famille que vous mariez. Donc ici, même si l'époux est décédé, mais la femme reste toujours attachée à la famille. Donc elle ne peut pas se marier avec son ancien amant et il ne peut donc pas reconnaître l'enfant qu'il a eu avec cette femme.
votre message pour terminer. Alors, le message que je voudrais lancer, c'est que les gens puissent reconnaître le bienfait et surtout que chaque Ivoirien pense à un moment donné qu'il a eu pour tuteur un nordiste, un sudiste, quelqu'un de l'Ouest, et par conséquent, on doit s'aimer la paix autour de nous parce que nous sommes passés partout et nous continuons de passer partout. Merci, M. Boloba. Votre œuvre enseigne beaucoup de valeurs. On retient que le bienfait ne se récolte pas forcément là où il est semé. Plus l'homme à qui nous rendons le bien oublie, Dieu toujours s'en souvient. Merci pour votre contribution ce soir. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité. Pas de JT de 23h en raison du Mauloud. Merci et bonne soirée à tous.